Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour le dernier totem de l'année. Ce totem que nous organisons ici au Hub de BPI France. C'est un totem qui est destiné et dédié à parler de la health tech et de voir et de réfléchir un peu comment la health tech va pouvoir bonifier notre système de santé en France. Pour ça, on va avoir la chance d'avoir le modérateur avec qui vous avez pris, je dirais peut-être l'habitude de retrouver, Thierry Keller, qui est le directeur des publications chez Ouzbek Erika. On aura 2 startups qui vont pouvoir venir témoigner de leur implication justement dans ce monde de health tech, de ce qu'ils ont entrepris et ce qu'ils viennent révolutionner, et un consultant externe expert sur le sujet. Avant tout, je rappelle un petit peu aussi donc, l'objet des totems, c'est de travailler sur des sujets inspirationnels, des sujets de demain, sur lesquels on a envie justement de réfléchir et peut-être de converger tous ensemble. Ça, c'est une des actions que nous faisons au Hub. Et à côté de ça, le Hub de BPI a une autre mission qui est l'accompagnement des startups dans lesquelles nous avons investi avec les fonds d'investissement du pôle innovation chez BPI. À chaque fois qu'un deal qui a été fait, à chaque fois qu'un investissement est réalisé, nous passons avec toute l'équipe du Hub beaucoup de temps sur la partie opérationnelle pour les aider à atteindre leurs objectifs en termes de prévision, de succès, en tout cas pour les aider à atteindre un succès plus rapidement. Voilà ce que nous faisons ici. Je suis moi ravi de vous retrouver, en tout cas aussi fidèle, puisque je vois le nombre d'inscrits et on est très content de vous savoir suiveurs sur cet événement. J'en profite pour vous annoncer que le prochain totem, donc celui de la rentrée, aura lieu le 21 janvier. Il sera dédié sur un sujet autour du cloud, enfin la souveraineté du cloud. Et donc vous aurez une invitation et on est en train évidemment de travailler justement sur les intervenants de cet événement. Donc on sera ravis de vous retrouver à la rentrée pour parler de celui-ci. En attendant, je demande à Thierry de nous rejoindre et je vous laisse entre ses mains pour cette dernière totem de l'année, en vous souhaitant à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt. Merci beaucoup Jonathan. Donc je vais prendre la place qui m'est dévolue maintenant que c'est un petit peu chez moi ici. Merci d'ailleurs au Hub de BPI France d'accueillir nos débats et de permettre à Ouzbek Erika, dont je dirige effectivement la rédaction, d'aborder des sujets d'avenir qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, effectivement, on va aborder la question de la... Alors attention à mon accent, je m'en excuse, je vous prie de m'en excuser d'avance, la healthcare, la health tech, pardon, tout l'environnement de la santé connectée, de la biotech, de la medtech, de la e-santé. Comme vous vous en doutez, la santé est devenu le sujet de préoccupation numéro 1 des Français, hein, loin devant évidemment toutes les autres préoccupations, crise sanitaire oblige. Et donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir si la health tech française peut venir au secours du système médical français global. D'ailleurs, ce système médical français doit-il être sauvé? Dans quelle mesure le dialogue peut s'engager entre le grand secteur privé et le secteur public? Et donc on va se poser tout un tas de questions avec comme le disait Jonathan, des invités qui vont nous aider à y voir beaucoup plus clair dans cette espèce de flou, hein, dans l'imaginaire collectif. La santé est quelque chose de parfois difficile à appréhender. Et c'est pour ça que je vais demander à notre premier invité de me rejoindre sur scène, Christophe Sicot. Christophe, bienvenue, mets-toi à côté de moi. Christophe, tu es le président fondateur du groupe Verso Healthcare. Et donc on va rester ensemble quelques minutes, quelques instants, et puis ensuite je demanderai à Vincent Vercamer de Withings et Marine Coty-Eslouz, qui est la fondatrice de Lucine, de nous rejoindre. Alors, comme vous le savez, nos conférences totem sont entrecoupées de sondages, et donc à un moment donné, je ferai appel à votre sagacité et je me permettrai de vous poser quelques questions auxquelles vous aurez le droit, voire le devoir de répondre, et puis je demanderai à nos invités de commenter les résultats de ces sondages. Alors, Christophe Sicot, bienvenue. Merci de me recevoir déjà. Peut-être déjà rapidement, Christophe, nous présenter Verso. Qu'est-ce que c'est Verso? En quoi Verso, le groupe Verso, s'inscrit dans la health tech française? Verso Healthcare, c'est une société qui existe depuis 10 ans, que j'ai créée, qui à la base était une société de financement en mode locatif, dans un objectif finalement de mettre à disposition des plateaux techniques pour les professionnels de santé. Donc c'est une action qui est évidemment dédiée entièrement aux professionnels de santé. Et l'objectif, c'était de pouvoir renouveler les parcs et de leur apporter justement une valeur technologique à date
en fonction des évolutions qui pouvaient exister. Et puis au fur et à mesure de l'avancée, notamment des mutations qu'on voit arriver fortement sur ce marché-là, on a décidé de développer notre offre de financement avec l'adjonction d'un certain nombre de services associés qui étaient nécessaires, donc, qui nous semblaient, nous, adaptés à ce marché, que ce soit dans le domaine IT. On pourra en parler en termes de sociétés, par exemple, de stockage de données HDS, de cybersécurité, des sociétés de brokerage de matériel, des sociétés d'audit et d'analyse de parc pour en fait, améliorer le parcours patient et aider nos professionnels de santé à avoir une vision un peu plus objective et de gestion pour l'avenir. Et donc cette société qui a 10 ans, aujourd'hui, est présente en France sur l'environnement public, privé, sur l'ensemble donc des acteurs de ce marché, mais aussi en Belgique, en Italie et en Suisse. Et on espère développer encore en Europe, parce que le marché médical dont on parle aujourd'hui, c'est un marché en fait international. Donc voilà à peu près, on a un parc en gestion de 470 millions d'actifs. Donc c'est vrai qu'on commence à avoir une vraie spécificité. Et donc je vous remercie à nouveau de m'accueillir sur un sujet qui nous est cher. Alors, quand on parle de santé connectée au sens large, hein, on parle beaucoup de valeur d'usage. Ce serait quoi la définition d'une valeur d'usage et en fait, est-ce qu'on tend vers une optimisation, en tout cas quand on se place du point de vue du patient, du système global, en fait, comment, pour aider le patient, on s'adresse à tous les professionnels de santé? Alors, la valeur d'usage, c'est un grand défi. Ça veut dire beaucoup de choses et ça pourrait être quelque chose d'hyper simple. En fait, si je prends le pas d'analyser la valeur d'usage, c'est finalement l'usage, c'est qui? C'est l'utilisateur. On doit servir en fait un utilisateur et l'utilisateur final, finalement, c'est le diagnostic d'un patient. C'est comment on suit un patient pour que finalement, dans son parcours à un moment donné de santé, il puisse être servi au mieux. La valeur d'usage, c'est une valeur technologique. C'est une valeur, j'ai un bien, à quel moment je peux l'utiliser au mieux en fonction de ses fonctionnalités. Donc ça peut être par exemple de l'intelligence artificielle, ça peut être lié à de la technologie matérielle, ça peut être lié à de la gestion, puisqu'en fait en valeur d'usage, il y a cette notion de gestion et de finance. C'est à quel moment finalement j'optimise mon budget pour me permettre d'améliorer les performances de l'utilisation du matériel dont j'ai besoin pour poser un diagnostic, pour améliorer mon diagnostic au quotidien, mais aussi ça peut être sur la gestion courante des relations, des RH par exemple, des recrutements, de l'accueil d'un patient jusqu'à sa sortie. Et donc la valeur d'usage, on y met en fait beaucoup de choses pour que demain, on puisse avoir une optimisation finalement de la vision budgétaire qu'on en avait, par rapport à un mode d'investissement qui existait aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le monde de la santé d'aujourd'hui, ce que je crois qu'on peut en dire deux mots, c'est important aussi de rappeler... Je le disais en introduction, hein, ouais, c'est un peu touffu quand on connaît mal. C'est quand même, pour la France, c'est le 3e pays qui consacre le plus gros budget, c'est 200 milliards d'investissements par an. Donc c'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qu'il y a l'Allemagne et les États-Unis devant nous, hein, donc en proportion par rapport au PIB. Donc c'est important de le noter, c'est-à-dire que c'est donc un sujet extrêmement important. La France a une particularité forte, c'est qu'effectivement, on a le domaine public et on a les privés. Et on a dans les privés des cliniques, des professions libérales, des médecins, etc. Donc en fait, il est éclaté sur un grand nombre d'intervenants. Et il est réglementé par secteur aussi en fonction d'où on vient. Donc ça veut dire qu'il y a une dose effectivement à la fois de réglementation, de nombreux intervenants, d'environnements différents, avec des objectifs qui étaient jusqu'à là fixés sur un seul, c'est le curatif. C'est comment on fait finalement quand on a un problème, quand il arrive, comment on le gère. Et je pense qu'aujourd'hui la valeur d'usage par rapport à ce marché-là et à l'avenir tel que nous on le perçoit, c'est de transformer avec les outils et notamment de la tech, de l'accompagnement, de la technologie qui aujourd'hui évolue énormément, mais qu'on connaît au quotidien déjà. Aujourd'hui, on est tous connectés, on va dire. Comment on peut améliorer cette valeur d'usage pour que finalement l'objectif prioritaire de demain ne soit plus curatif, mais préventif. Et pour être préventif sur ce marché, ça veut dire que pour couvrir l'intégralité du territoire national, ça veut dire qu'il faut réorganiser le marché. Il faut que le public, le privé se parlent. Il faut qu'il y ait une synthèse en fait, qui puisse s'appliquer sur l'ensemble de ce marché. Mais il faut aussi probablement construire des nouvelles organisations, des nouvelles façons de fonctionner. Donc on parle de valeur d'usage. L'usage, c'est effectivement un mode de fonctionnement qui change de l'investissement où on disait, par exemple, dans les 5 ans qui viennent, on a décidé d'investir sur ce projet, dans ce parcours de santé, et on va arriver dans 5 ans à ce but-là. C'est plus possible aujourd'hui. La crise qu'on vient de vivre nous montre à quel point on est
affaibli quand il y a une situation inadaptée sur laquelle on n'était pas préparé, nous tombe dessus, et là, d'un seul coup, on se recroqueville vers notre savoir-faire d'investissement, mais l'investissement, c'est trop long. Alors qu'une valeur d'usage, c'est réactif, c'est agile, ça nous permet d'aller vite et de répondre à une problématique qui peut se poser au quotidien, mais c'est une garantie pour l'avenir d'accepter les modifications structurelles qu'il devrait y avoir. Valeur d'usage, accepter des modifications, optimisation, tout ça c'est quand même un petit peu un vocabulaire qui peut faire peur, surtout dans un pays comme le nôtre où les chasses sont bien gardées. Quand on est un acteur privé, tu l'as dit, hein, il faut dialoguer avec le public. Comment s'instaure ce dialogue et comment on fait en sorte d'avancer au lieu de se regarder en chien de faïence et de ne pas se comprendre au bout du compte? Je pense que finalement, il faut déjà recentrer pour se parler. Il faut se rappeler pourquoi on est là. Qu'on soit dans le public ou dans le privé, quand on a fait un parcours professionnel qui est lié à une activité de santé, on est là pour soigner des gens. Et donc c'est toujours le patient qu'il faut avoir en tête. Il faut avoir le patient. Enfin, le patient, pardon, mais celui qui peut devenir un patient, puisqu'on a parlé de prévention. Donc alors, sur la prévention, c'est la population, c'est l'ensemble des citoyens, c'est comment on les responsabilise. Et donc, je dirais que pour rapprocher le public du privé, il y a un domaine qui est, à mon avis, essentiel, c'est la tech. Pourquoi ? Parce que c'est la communication. Prévention, c'est communication. Donc, ça peut être même de la communication publicitaire, j'allais dire. C'est un gros mot dans le monde de la santé, mais par exemple, de dire, voilà, faites attention, préparez-vous. Il y a des campagnes qui existent. C'est le dépistage. Très grande réussite dépistage cancer du sein, par exemple. On n'en parle pas, mais ça, c'est une réussite qui effectivement est efficace. On a normé des choses et aujourd'hui, on atténue la progression de cette maladie grâce au dépistage préventif. C'est tous ces éléments qui permettront de connexion, d'analyse vitale, par exemple, avec des objets connectés. Aujourd'hui, vous allez faire un footing, vous avez tous une montre connectée qui vous dit vos pulsations, qui vous dit si votre cœur bat trop vite, etc. Mais c'est des éléments qui nous permettent aussi d'apporter des éléments de prévention. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui peut rapprocher les professionnels de santé entre eux, c'est de se recentrer sur la qualité en fait, de l'analyse et du parcours de soins qu'on souhaite mettre en place. Donc, priorité comme ça. Ensuite, il y a un problème réglementaire. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je pense pour que ça fonctionne, il va falloir aussi que, effectivement, au niveau de l'État et des ARS notamment, il y ait une communication qui soit partagée entre le public et le privé, parce que c'est indissociable. Il est hors de question de mettre les uns contre les autres puisque ça fonctionne. C'est-à-dire, je vous rappelle, 200 milliards d'investissements. Donc je pense qu'il y a de l'argent pour que ça fonctionne. Après, il faut juste l'organisation, la communication, la donnée. On en parlait tous les deux avant de démarrer cet échange. La data, le dossier patient. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand on est un patient, qu'on a une carte de sécurité sociale, on ne puisse pas, chez n'importe quel praticien qu'on rencontre, qu'on ne puisse pas être identifié sur l'ensemble de notre parcours. C'est quelque chose qui paraît évident. Techniquement, en tout cas, c'est totalement faisable. Techniquement, c'est totalement faisable. Aujourd'hui, on sait que la crainte aussi, c'est la sécurité de données. Alors ça, nous, c'est pour ça qu'on est très contents dans notre société. On s'est mis en avant là-dessus sur justement le stockage des données en format HDS. On est aussi avec une action en cybersécurité parce qu'on sait très bien que c'est des éléments qui sont à prendre en compte. Mais aujourd'hui, quand vous avez un portable, quand vous avez une carte bancaire, vous êtes visible de partout, tout le monde le sait. C'est-à-dire que votre donnée à vous, finalement, d'habitude de consommation, elle est connue. C'est le débat qu'on a eu un peu sur Stop Covid. Qu'est-ce qui est plus important pour un être humain que sa santé ? Donc on est d'accord que, par contre, tout ce qu'on dépense soit connu, tout ce qu'on fait au quotidien soit connu, mais on n'est pas en phase d'accepter que nos informations personnelles de santé soient diffusées. Je crois que c'est important que maintenant on passe ce pas, parce qu'en plus, ça permettrait d'aller extrêmement vite. Vous savez que 50% du diagnostic... C'est vrai que tu avais prévu de me vous voyer finalement. Pardon ? C'est vrai que tu avais prévu de me vous voyer finalement. Ouais. Mais vous, c'est l'audience, pardon. Ouais. Non, mais 50%... Attention au geste barrière. Ouais, geste barrière. 50% d'un diagnostic aujourd'hui, il est fait sur l'historique d'un patient. Donc il y a un questionnement, il y a un certain nombre d'éléments. Donc je pense qu'effectivement, ce sujet-là doit être abordé. Alors justement, c'est l'objet de notre premier sondage que je vous propose de découvrir et auquel je vous suggère de répondre. Alors, je crois que Christophe a partiellement répondu, en tout cas il a donné son avis, mais voici la question. Le stockage et le partage des datas médicales, petit A, ne vous inquiète pas spécialement. Petit B,
peut s'interroger. Petit C vous alarme. Je pense que tu aurais répondu A, voire Oui, pas je crois. spécialement, voire est nécessaire, en vous laissant le temps à chacun et à chacune de répondre à ce sondage. Si on atterrit maintenant vraiment sur la question qui est posée à l'occasion de cette table ronde, est-ce que le domaine de la health tech peut venir au secours d'eux? Je disais tout à l'heure, j'interrogeais le terme secours. Est-ce que le système a vraiment besoin d'être secouru? Et surtout, au-delà de ça, comment on œuvre quand on est un acteur privé comme toi en faveur de l'intérêt général? Est-ce que l'intérêt général est quelque chose qu'on a en tête quand on opère dans ce système? Déjà, moi, je voudrais rappeler que ce soit privé ou public, nous, on est entreprise privée qui a vocation effectivement à vendre, hein, effectivement, pour survivre. Mais je crois que quand on travaille dans le monde de la santé, on doit avoir cette fonction interne de aussi, nous, d'apporter finalement une valeur de soin. Alors, nous, notre soin, on l'apporte, on essaye d'être bon en termes d'accompagnement des professionnels de santé. Mais je crois que ces valeurs-là sont très importantes pour nous. On a d'abord cette vocation-là. Et je crois qu'il faut la garder. Et ton autre question, c'était quoi? Sur l'intérêt général, de fait... L'intérêt général, moi, je répondrais, on a un modèle de gestion... Je rappelle que c'est une question qu'on se pose souvent ici quand on fait des confs au Hub BPI. C'est comment le privé moi, mon va avis, au-delà de ses propres intérêts. C'est que le modèle qu'on a, il est unique. Il faut tout faire pour le sauver. Parce que, Le mine de modèle rien, français, en France, pour n'importe quelle pathologie, qui qu'on soit, on est soigné. Et je peux vous assurer que ça, c'est unique, et c'est unique au monde. Donc je crois qu'il faut s'enorgueillir. Je pense qu'en France, on a besoin en ce moment d'un peu d'orgueil. Essayons de tout faire pour le faire. Mais de toute manière, pour répondre, en tout cas de mon point de vue, bien sûr, à ta question, ça ne pourra jamais se faire sans justement l'acceptation de l'intégration de la tech, de tout ce qui peut être intelligence artificielle, tout ce qui peut améliorer à la fois le confort du patient, l'ergonomie dans le travail des professionnels de santé, la rapidité d'exécution et la couverture, tout ce qui sera des moyens technologiques d'organisation et de gestion, de simplification administrative qui permettront finalement de faire des économies d'échelle, parce que je le rappelle, 200 milliards, c'est pas rien. Donc si on gère bien ça et qu'on permet de le répartir de manière opérationnelle et qu'en plus on a des ressources qui nous permettent d'améliorer notre quotidien, évidemment, il faut foncer, mais il faut foncer avec cet esprit, c'est de garder ce système. Donc comment on garde ce système avec effectivement les éléments qu'on a aujourd'hui d'investissement? Alors on a quand même des réponses, merci beaucoup, on a des réponses étonnantes au sondage, mais peut-être que je vous laisse encore le temps de... En tout cas, une réponse intermédiaire, je dirais. 25% ne vous inquiète pas spécialement. 62% on peut s'interroger. Et vous alarme 13%. Donc on a une petite minorité qui a peur, qui se pose des questions. Peuvent s'interroger 62%. Donc on va attendre et j'en appelle... On a une possibilité. Mais je rappellerai aux gens, et ce n'est pas la culture de la peur, mais c'est qu'à un moment donné, inconscient, par exemple, un patient arrive à l'hôpital, on n'a que sa carte vitale sur lui pour savoir d'où il vient, qui il est, etc. Vous vous rendez compte de la possibilité qu'on aurait d'aller vite si simplement en 2 clics, on pouvait avoir l'ensemble de son parcours. Je crois que le fait de se poser cette question et d'imaginer que c'est une crainte, ce n'est pas le sujet. La santé, c'est prioritaire. De toute façon, on a découvert à l'aune de cette crise que la vie était supérieure à tout le reste, à l'économie. Et pour voyager, aujourd'hui, on fait un test Covid à l'aéroport. Donc, c'est qu'on accepte quand même des conditions de contrainte de temps en temps. Alors, merci beaucoup. Je vais demander à nos 2 autres invités de nous rejoindre. Marine Coty-Estous, bienvenue à toi. Tu es la CEO et fondatrice de Lucine. Bonjour. Et Vincent Vercamer. Vincent, bonjour de WeThings. Je ne vais pas à nouveau utiliser mon magnifique anglais. Ton statut chez WeThings, tu t'occupes d'innovation stratégique, je le dis en français, dans le domaine évidemment médical. Peut-être je vais vous demander à l'un et à l'autre d'abord de nous dire en 2 mots ce que fait Lucine et ce que fait WeThings, et puis ensuite de réagir à l'introduction de Christophe.
Bonjour à tous, merci Bonjour, beaucoup merci à toi d'être là. pour cette invitation. Lucine, Alors, que fait qu'est-ce Lucine donc Lucine, c'est une entreprise qui fabrique ce qu'on appelle des thérapies numériques, des DTX. Et donc, ce sont des solutions qui ont vocation à agir sur une problématique médicale via du digital et vraiment en termes de traitement. C'est-à-dire on va traiter un symptôme ou une maladie de manière directe. Et nous, on est spécialisé dans la prise en charge de la douleur chronique. Douleur chronique, juste si on s'attarde 2 secondes dessus, énormément de gens sont... 25% de la population mondiale. Ça représente un coût économique, si on prend les États-Unis, ils font à peu près la grosseur de l'Europe. Ça nous donne un 300 bon millions coefficient. en gros, quoi, 330 millions. Alors on est à plus de 600 milliards d'impact de la douleur chronique en termes de santé publique aux États-Unis. Or, ce que peut-être certains vous connaissez, c'est la crise des opioïdes. Le fait de consommer des antidouleurs qui va entraîner des décès derrière. Et là, vous rajoutez à peu près... ce qui est le plus important, 72 000 morts annuels, plus derrière une petite centaine de milliards de plus aux États-Unis. Et bien évidemment, vous vous en doutez, il se passe la même chose chez nous. Ok, merci. Vincent, Withings, les objets connectés. Moi, j'ai connu Withings il y a quelques années en travaillant avec vous chez Uzbek Erika. Aujourd'hui, un acteur mature, j'allais dire, des objets connectés et qui est passé peut-être des objets à la santé connectée. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc bonjour et merci de l'invitation. Donc Withings, on va dire depuis 2008, c'est un design, une expérience utilisateur, c'est des beaux objets avec des longues durées de vie de batterie qui sont intégrés dans des objets du quotidien, sont utilisés à l'origine en quantified self pour prendre soin de sa santé. Et là, depuis 2 ans, on a vraiment entamé un virage du wellness vers le médical. On a levé des fonds avec BPI France aussi qui nous accompagne, donc 53 millions d'euros cet été, pour nous accompagner dans cette transition. Et ça va se traduire par des nouveaux dispositifs médicaux, on en a déjà un certain nombre. Ça va se traduire par des nouveaux outils pour les professionnels de santé qu'on est en train de déployer aux États-Unis. On y reviendra après sur le volet international. Et des nouveaux biomarqueurs, des nouvelles métriques. Ok, alors, avec vraiment à cœur, par contre, de garder l'usager et l'utilisateur au centre de... Alors, l'usager, c'est pas si lui-même il appartient à la wellness ou à la santé. En fait, quand on se parle à soi-même, les frontières sont assez poreuses. Je me permets puisqu'on me glisse dans l'oreillette qu'on nous fait remarquer dans notre public que oui, les distances de sécurité sont respectées. Il y a à peu près 1,5 m. Voilà. À titre personnel, ayant contracté le Covid il y a maintenant 2 mois, je m'estime encore immunisé, je ne sais pas pour vous, mais je crois que tout est respecté. Plus sérieusement, on a écouté Christophe. Moi, la question que j'aurais envie de vous poser en tant qu'acteur de la santé, c'est de savoir si pendant cette crise sanitaire, on en a entre guillemets profité, j'aime pas tellement ce terme, mais pour innover encore plus et pour, disons, accélérer des savoir-faire, des connaissances qui permettraient de projeter ce système de santé dont on a compris qu'on était tous attachés vers un futur stable. Je crois que c'est clair, c'est comme malheureusement n'importe quelle crise humaine dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Toute crise, toute guerre, tout conflit nous a systématiquement amenés à innover de manière extrêmement importante. Donc on a tous encore une fois répondu présent avec nos cerveaux. Et moi j'aime bien donner un exemple qui est assez peu connu, qui est, vous savez, la centralisation des données par rapport au nombre de personnes diagnostiquées Covid. Alors ça, c'est très intéressant parce que début mars, en gros, on nous explique au niveau central que ça va être très compliqué de centraliser tous les résultats PCR et de pouvoir donner ces informations chaque jour. Et avec un peu d'huile de coude, une petite dizaine de cerveaux au niveau des institutions, en 15 jours, ça a été réglé. Et pourtant, tous les experts disaient au niveau du pouvoir central, « Ah non, mais il va nous falloir 2 ans, les gars, on n'a jamais fait ça, c'est impossible. » En 15 jours, 10 personnes, ça a été réalisé. Donc, ça paraît tout petit, mais ça, dans un système comme le nôtre extrêmement centralisé, c'est une révolution. Donc, ma réponse est bien sûr oui. Ok. Vincent. Il y a eu beaucoup d'innovations. Il y a eu des innovations, beaucoup logicielles,
Après, la crise, ça a vraiment été un catalyseur de changement organisationnel, un catalyseur aussi d'adoption. Et pour le hardware, c'est encore à voir, c'est-à-dire que ça a été surtout... Parce que la R&D met un peu de temps quand même. Voilà, la R&D met plus de temps, donc ça a été vraiment plutôt low-tech, c'est-à-dire les masques, les visières, etc. La high-tech, au sens dispositif médical avec du hardware, ça met un peu plus de temps. Par contre, nous, on a eu des super initiatives. Et là, je peux rebondir aussi sur ce que tu as dit, sur la confiance qu'il y a dans le partage. Nous, on a mis dans notre application le questionnaire de maladiecoronavirus.fr, qui nous permet de faire une orientation diagnostique. On a 80... Quand on demande aux utilisateurs, est-ce que vous souhaitez que vos données soient partagées avec l'Institut Pasteur pour la recherche, mais c'est 95-99% qui disent oui. C'est un public captif d'emblée, non ? Je ne sais pas, ils ont confiance en nous, ils savent qu'on traite leurs données, et je pense que dans le pourcentage qui s'interroge, c'est légitime. Mais en tout cas, nous, on a une confiance avec nos utilisateurs, ils savent qu'on traite leurs données de façon sérieuse, ils savent que quand elles sont partagées, c'est fait anonymement, c'est fait dans le respect du RGPD, et je pense que... Tout à l'heure, avec Christophe, on parlait de l'espèce d'incongruité autour de la carte vitale qui est assez, disons, rudimentaire. Enfin, je veux dire, le niveau de sophistication technologique est très largement supérieur à ce qu'on nous propose dans cette petite carte, qui est déjà en soi, qui incarne le modèle social français. Qu'est-ce qui bloque, d'après vous, et pourquoi on n'arrive pas à passer à l'échelle, et est-ce qu'il y a des blocages, évidemment, outre politique, mais plutôt psychologique? J'aurais 2 mots qui me viennent à l'esprit, c'est inclusion et diversité. Je voudrais rebondir sur une phrase que tu as dit tout à l'heure, on est tous connectés. Pour moi, on n'est pas tous connectés. Pour moi, il y a un vrai sujet d'inclusion et de diversité. Si on prend, alors je vais prendre quelques thématiques, mais le numérique et les femmes, c'est extrêmement compliqué. Dans l'approche, les usages, l'utilisation des différents systèmes, si on va dans des zones de déserts médicaux, des zones blanches, c'est catastrophique. Et il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion d'aller au CH de Périgueux ou de Limoges, et des personnes qui se disaient « mais je ne comprends pas, on ne m'a pas expliqué la loi santé 2022, j'en entends parler par mes collègues parisiens et je ne sais pas ce qui se passe ». Et là, on se dit qu'il y a un sujet, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que... Y compris chez les professionnels ou chez Y compris chez les professionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a un téléphone portable, un Facebook et qu'on se connecte en Wi-Fi qu'on est connecté, à mon sens. Ça nécessite de la pédagogie, de l'accompagnement, et pour moi, la transformation tech de nos sociétés est en train de s'opérer. Elle ne s'est pas opérée. Donc, ça nécessite de la pédagogie. Ça nécessite de s'assurer que tout le monde a un niveau d'information viable. Donc, ça commence à l'école. C'est quoi une donnée ? Voilà, ça commence à poser des questions sur « Tiens, tu as un Facebook ? Bah, tiens, on va regarder comment ça marche. Tu as un Twitter ? On va regarder comment ça marche. » Ça nécessite, si vous voulez, une transformation de la société qui n'est pas opérée. Et je tiens à le dire, en France, on n'est pas en retard. J'aime beaucoup donner cet exemple-là. Aux États-Unis, ça fait déjà une bonne 5-6 ans que des outils connectés, des outils de type software sont utilisés pour manager les maladies métaboliques comme le diabète. Et où la FDA a effectivement autorisé des accès marchés pour des solutions extrêmement innovantes dans le suivi du diabète, qui sont sur prescription pour certaines, 5 ans plus tard. Et on le sait, on n'a pas les mêmes éléments réglementaires en France. C'est un peu plus, on va dire, il y a un peu plus de liberté dans la manière de faire de la communication et du marketing auprès des professionnels de santé et des patients. Eh bien, 5 ans après, seulement 5% des professionnels de santé de l'entièreté du territoire américain avaient un jour prescrit une de ces solutions. Ça veut juste dire quelque chose. On est en train de basculer le modèle. On n'a pas encore basculé. Et donc, c'est tout à fait logique. Et moi, je trouve que le sondage est génial. C'est pour ça que les gens se posent des questions, parce que ce n'est pas si naturel et qu'il y a encore beaucoup de choses à digérer comme information et comme usage. Mais ça va venir. Vincent, ça va venir? Ah oui, ça vient. Toi, ça vient. Non, ça arrive. Ça prend du temps. Il y a un vrai alignement des planètes entre les acteurs publics, privés, les startups, les grands groupes. Et nous, on le voit. Et en France, il y a une vraie énergie en ce moment. Et donc, les gens sont vraiment déterminés à ce que ça réussisse. Ça prend du temps. C'est la santé. C'est réglementé. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Après, voilà, l'appli Carte Vitale, on a été dans les lauréats de l'appel à candidature en juillet sur l'appli Carte Vitale. Donc, on a travaillé avec le GIE Sésame Vital, avec l'assurance maladie. Ça s'est super bien passé.
sur justement comment on fait évoluer cette application et qu'est-ce qu'elle va être demain. Ça prend du temps. Mais et voilà, ils vont commencer à déployer des départements pilotes à partir de l'année prochaine. Et ensuite, ils espèrent, d'ici fin de l'année prochaine, généraliser à l'ensemble du territoire. Alors ça sera des usages simples au début et puis progressivement, on va augmenter, on va mettre à jour. C'est l'avantage du numérique. Hein. Je t'en prie, et ensuite je vais poser le deuxième sondage. Non, je pense qu'en fait, dans les moyens de communication, on attend beaucoup que ça descende du haut. C'est un peu ce que tu dis, et moi je crois que c'est une erreur. Je pense que la communication, elle vient du bas en fait. On se trompe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes... En France, la communication médicale, elle est train pace. Oui, oui, mais elle change en haut quand le bas a décidé de faire les choses différemment. Je prends des exemples très simples. Aujourd'hui, quand vous allez voir un médecin, quel qu'il soit, vous allez sur Internet. Vous regardez qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est, comment ça fonctionne, etc. Est-ce qu'il est bien noté? Exactement. Donc ça, c'est le premier point. Je prends un autre exemple. Il y a l'aspect remboursement, qui est un autre moyen de communication très fort. Exemple en Belgique. J'étais il y a 2 ans sur un sujet dans le monde dentaire. Dans le monde dentaire, pour la prévention, si tu ne fais pas une fois par an un détartrage, tu n'es pas remboursé pour les examens qui suivent. En même temps, le vote est obligatoire en Belgique. Non, mais c'est peut-être aussi la même mentalité. Ce que je veux dire, c'est que dans l'espace-temps, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a expliqué aux gens qu'on veut faire du préventif. Et donc, on est d'accord de payer le curatif sous réserve que le préventif était fait avant. Donc, c'est un autre moyen de communication. Et là encore, il y a soit l'utilisateur, donc le patient, qui peut dire moi, je trouve que j'ai besoin de ces éléments-là pour être assuré, soit finalement l'État sur des remboursements pour notre système, je le rappelle, pour le conserver, qui dit attendez, si vous ne faites pas le minimum pour que nous, on soit dans une politique de prévention, il n'y a pas de raison que le modèle tienne. Parce que quand on arrive sur un problème pathologique grave et important, on sait qu'il coûtera bien plus cher en termes de soutien que s'il avait été traité au préalable. Donc une question à vous poser, mesdames, messieurs. Selon vous, une intelligence artificielle qui pose un diagnostic médical, petit A, c'est efficace, il faut le généraliser. Petit B, pourquoi pas dans certains cas. Petit C, impensable. Point d'exclamation. Le contact humain est essentiel dans la médecine. On parle d'intelligence artificielle, c'est une petite incursion, c'est juste peut-être pour aller sur le terrain de la peur, de la crainte de cette intrusion comme ça de la tech dans la médecine. Peut-être que c'est parce qu'on pense à des espèces de dystopies de science-fiction où on sait tout de nous et où on veut nous manipuler, ou même dans Homeland où on hack le pacemaker d'un type et on lui fait avoir une crise cardiaque. Je veux dire, peut-être le sentiment de ne pas maîtriser sa propre vie. Est-ce que c'est ça le sujet numéro 1 ? Moi, je vais faire une réponse super rapide déjà sur l'intelligence artificielle, parce que ça, c'est énorme ce débat, l'intelligence artificielle. En fait, ça existe depuis toujours. Aujourd'hui, dans n'importe quelle modalité informatique, robot de chirurgie, etc., il y a de l'intelligence artificielle. Donc, l'histoire d'expliquer qu'on sera remplacé, l'homme, ça existe déjà. Encore une fois, un peu de bon sens. C'est l'accompagnement qui fait que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, si la question c'est est-ce qu'on doit être aidé par l'intelligence artificielle sur le diagnostic, évidemment. Si on a un support qui nous permettrait d'avoir un diagnostic amélioré parce que plus performant, parce que aussi rassurant, parce qu'il y a le diagnostic du professionnel de santé, mais s'il est en plus accompagné d'outils lui permettant de contrôler et de se rassurer, mais enfin, ça serait incroyable. C'est anti-progrès, quoi. C'est-à-dire qu'on sera en train de se dire... Alors, je pense qu'effectivement, dans la réponse, il y a un panel assez intéressant, mais je crois qu'il faut revenir à des... Enfin, en tout cas, c'est mon avis, à des choses raisonnables. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. L'idée, c'est ensemble, c'est dans l'optimisation, dans l'intérêt du patient. Aujourd'hui, vous avez un robot de chirurgie qui opère certaines maladies du cerveau ou la prostate, par exemple, qui sont extrêmement précis et qui évidemment, sur des zones aussi précises, c'est ça dont on a besoin. Donc on ne peut pas faire autrement. On en a besoin de ce produit-là. Donc on est obligé de l'utiliser. Il y a eu beaucoup d'informations aux États-Unis sur le cancer du sein, sur le diagnostic de l'intelligence artificielle d'un certain nombre de gens qui avaient développé ces produits-là, qui étaient extrêmement précis. Mais ils ont été comparés à quoi ? Au diagnostic de l'homme. Donc finalement, c'est toujours ensemble. C'est-à-dire qu'on fait en fait des éléments. Ça ne veut pas dire que l'un est plus mauvais que l'autre. C'est-à-dire que l'un avec l'autre sera forcément meilleur. C'est comme ça que je le vois. Nous, on y travaille vraiment sur cette question-là. On a un capteur de sommeil qui est utilisé, donc un dispositif médical qui va être utilisé pour du screening, du dépistage de l'apnée du sommeil.
c'est un nouvel outil après pour le médecin. Donc c'est-à-dire que le patient, il va voir son médecin avec des nouveaux résultats que le médecin n'avait pas avant. C'est-à-dire le médecin avant, il a l'examen de référence, la polysomnographie. On a une nuit où le patient il est bardé d'électrodes et il passe une très mauvaise nuit. J'en ai fait une, je sais. Et du coup, on a un capteur qui est sous le matelas et qui va permettre d'avoir un score d'apnée du sommeil vraiment quotidiennement. Et on va aller voir son médecin. Et il y a quand même 80% aujourd'hui des gens qui ne sont pas traités pour l'apnée du sommeil. Aux États-Unis, ces personnes-là, elles coûtent à peu près 6 000 $ par an à la société. Quand elles sont traitées, elles sont diagnostiquées et traitées, c'est 2 000 $. Donc les coûts diminuent pour la santé. Et ces 80% de personnes qui ont de l'apnée du sommeil qui ne sont pas traitées, le médecin, il a des patients qui sont pré-dépistés, qui sont pré-testés. On ne va pas le remplacer dans le diagnostic. On ne va pas le remplacer dans le traitement, on ne va pas le remplacer pour l'accompagnement. Par contre, il aura des nouveaux outils de suivi. Il va falloir travailler avec lui sur comment on lui passe l'information, comment on passe l'information au patient pour motiver le patient à utiliser son traitement, pour motiver le patient à adhérer à ces traitements qui sont parfois pas faciles à vivre. Voilà. Il y a beaucoup, je vais vous donner la réponse au sondage qui vient d'arriver, mais on tourne quand même beaucoup, je trouve, autour de la question des coûts. Et j'ai l'impression à vous entendre tous les trois que une utilisation optimisée, intelligente, où tous les acteurs seraient autour de la table, permettrait vraiment d'économiser de l'argent. Or, la question budgétaire a été au cœur de pas mal de débats politiques au moment du premier confinement. Je pense que c'est pas la bonne question, moi. Là, je te pose une mauvaise question, en fait. Je pense que c'est pas la bonne question au niveau budgétaire. Pourquoi ? Et ça fait vraiment écho aussi à comment permettre aux nouvelles technologies de devenir des outils qui vont accompagner les patients et les professionnels de santé s'ils le souhaitent. À un moment donné, quand on a des gens qui bossent 72 heures d'affilée en garde, qui sont payés au lance-pierre, c'est une réalité, qui ont des conditions de travail exécrables et qui rentrent chez eux en étant extrêmement fatigués. Et là, je parle aussi bien des professions médicales que paramédicales. Mais la tech, on s'en fout. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont rincés par leur job, qui n'ont pas de quoi potentiellement construire leur vie ou manger correctement. La tech, on s'en fout. Donc, pour répondre à ta question du budget, je crois que la première chose à faire, déjà, c'est offrir aux personnels soignants des conditions décentes de travail. Et là, je ne parle vraiment pas d'organisation, d'administration. Je ne parle pas de tout ça. Je parle simplement d'un travail qui doit être rémunéré à sa juste valeur. Une fois qu'on aura réglé ça, là, effectivement, on va pouvoir commencer à s'attaquer à la question du budget, à l'optimisation des organisations, à l'optimisation de tout ce qui est structurel et de la gouvernance. Parce que là, je te rejoins à 200%, on a un vrai problème de gouvernance. Ça, c'est clair. Et ensuite, la tech va venir naturellement. Mais j'ai envie de vous dire, c'est la même chose sur des traitements pharmaclassiques. Quand on veut mettre en place des études cliniques sur des traitements tout à fait classiques, c'est tout aussi compliqué. Parce qu'en fait, il faut d'abord régler ce qui sont les besoins primaires, quoi. Aussi bien d'ailleurs pour les professionnels de santé, et je me permets de le dire, pour les patients. Aujourd'hui, on est dans une crise économique extrêmement violente. On a des gens qui dorment dans leur voiture, qui n'ont jamais vécu ça. Vous pensez franchement qu'ils ont... Pardon, c'est peut-être très contre-marketing, je suis navrée, mais vous pensez franchement qu'ils ont envie d'avoir une montre connectée, une balance connectée, si on parle de nous, ou même une appli, moi, pour gérer la douleur, mais ils s'en foutent. Ils veulent un toit au-dessus de la tête et de quoi manger. Et je pense que ça, c'est important de remettre les choses à leur juste valeur. Et c'est aussi pour ça que la communication, tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure, bien évidemment que tout ça, c'est des choses qui doivent être faites, mais ne peuvent être faites que dans une société où les choses sont un peu apaisées. C'était l'objet du Ségur de la santé qui c'était l'objet de la tenue du Ségur de la santé. Je ne parle pas de ses résultats, c'est pas à moi évidemment de les juger, mais qui quelque part tournait la page du fameux programme 2022 qui est devenu quasiment obsolète au moment où le Ségur s'est lancé. Juste pour peut-être une petite parenthèse, j'ai eu l'opportunité, j'ai été au Conseil national du numérique pendant 2 ans et j'ai dû travailler conjointement sur le projet santé loi 2022, mais plutôt en critique positive, voilà, on va le dire comme ça, bienveillante par rapport notamment au futur décret d'application. Et clairement, la crise, tout ça a rebattu les cartes, a montré effectivement que, et là pour le coup, je vous rejoins tous les deux, c'est-à-dire que c'est collectivement qu'on va pouvoir travailler ensemble. Mais par contre, et vraiment, je le dis, et le Ségur pour moi a représenté ça, on a un problème de gouvernance, quoi. On a un gros problème, on parlait de la DNS tout à l'heure, donnez-lui les clés, quoi. Donnez-lui les clés, donnez-lui les financements, et là on pourra commencer à travailler sur une stratégie numérique en santé qui tient le coup. Voilà, c'est un vrai sujet quand même.
Et je rejoins Marine hein, sur la question du business model. On a parlé d'argent. Oui, il y a des coûts, oui, il y a des investissements qu'on peut faire sur la prévention, mais comment voulez-vous que les acteurs actuels, assurance maladie donc, ou assurance publique ou privée, une fois qu'ils ont fini de payer tous les coûts du curatif et qu'ils ont fini de soigner les gens qui ont besoin maintenant de soins, comment ils doivent trouver en plus de l'argent pour arriver à investir sur de la prévention? Aujourd'hui, il n'y a pas de business model, il n'y a aucune solution qui est vraiment beaucoup financée. On va leur dire, vous allez modifier la façon dont vous faites vos calculs et peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, vous arriverez à économiser des AVC, vous arriverez à économiser. Donc, eux, ils y vont vraiment tout doucement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement pour la prévention, pour le dépistage, parce que qui dit dépistage dit plus de gens à soigner maintenant. Et il y a des fois, on n'a pas envie d'entendre... Vous avez des réponses de vieux quand même. Ouais. Ça, c'est mettre... mon grand-père disait, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois. Mais je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Il faut aujourd'hui casser les codes et le faire immédiatement. C'est-à-dire que si on pense qu'il faut d'abord soigner les professionnels de santé, ils sont malheureux. Mais ils sont malheureux parce qu'ils sont pas... On ne leur donne pas les moyens d'être organisés, d'avoir finalement une structure d'ergonomie dans leur travail. On ne leur donne pas des outils technologiques. Donc c'est l'investissement, il faut le faire maintenant. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas dire tiens, on va mettre de l'argent pour qu'ils soient mieux dans leur peau. Ils ne seront pas bien demain. Je suis d'accord. On va mettre une petite rustine sur un truc qui va péter dans 6 mois. Donc ça ne sert à rien. Là, on a un point d'ouverture magique pour nous, pour changer les règles. Je vous rappelle quand même que pendant la crise, du jour au lendemain, on s'est retrouvé à acheter des respirateurs dans le monde entier. D'accord ? Y compris chez Decathlon. On s'est rendu compte que voilà, les lits médicalisés, il faut que demain, les lits médicalisés, ils soient connectés. Qu'on sache si le gars il est allongé, il respire bien. Et donc, il y aura des produits connectés sur le lit et ça permettra d'aller plus vite dans le soin. Donc, arrêtons. Il faut y aller maintenant. Il y a de l'argent, puisqu'à un moment donné, on a ouvert de l'argent pour tout de suite répondre à une crise majeure sur laquelle on n'avait pas de réponse à donner. Mais ne faisons pas les choses à moitié. Ne soyons pas petits bras, surtout vous qui êtes l'avenir dans ces domaines-là. Il faut foncer, il faut les convaincre et maintenant de le faire et le faire rapidement. C'est une opportunité incroyable qu'on a devant nous. C'est qu'on a des gens qui veulent investir. Il y a des conglomérats de sociétés qui se sont créés suite à la crise. Unique, ça n'existait jamais avant. D'un seul coup, tout le monde se parlait, public, privé. L'aéroport de Roissy demandait à ce qu'on mette des scanners mobiles devant chez eux pour tester les gens, pour continuer leur activité. Parce que finalement, le but de tout ça, c'est qu'une personne malade qui est en soins pour des problèmes liés à l'action curative, etc., c'est aussi quelqu'un qui ne bosse plus, donc qui ne produit plus. Donc c'est l'économie qui en pâtit. Donc si on continue ce modèle-là, on est foutu. Donc prenons l'objectif d'investir lourdement sur vos outils, sur la technologie, pour améliorer effectivement le quotidien des professionnels de santé, parce que ça n'est pas possible autrement. Et donc, si on est dans un mode préventif, l'économie ne sera pas arrêtée quand il y aura un sujet gravissime, parce qu'on l'aura préparé. On aura des valeurs, nous, on les accompagnera avec nos solutions budgétaires et tous les gens qui pourront y participer pour justement avoir une valeur d'usage qui permettra finalement de pouvoir renouveler en fonction des nouvelles technologies qui arrivent au bon moment dans des budgets qui soient maîtrisés et non pas d'un seul coup dans des budgets, dans un investissement à la va-vite. Donc je pense qu'on est prêt pour le faire et que finalement, dans ce drame qu'on vit quand même, parce que c'est un drame, vous l'avez raison de le dire, c'est un drame économique. Je pense que énormément des gens qui sont aujourd'hui devant leurs écrans télé ne comprennent pas même ce qui se passe. Ils disent mais qu'est-ce qu'on va devenir ? On n'a aucune perspective. C'est justement là qu'il faut saisir l'opportunité et pas jouer petit bras, comme on l'a fait pendant des années et des années, en disant on verra, puis ça sera pour les prochains qui vont gérer. Non, je pense que là, cette opportunité est essentielle. Moi, en tout cas, elle me passionne et je crois qu'en plus, elle est légitime. C'est-à-dire que la santé, c'est le cœur de l'activité économique de demain. Alors, tu sembles être convaincant, puisque entre le moment où je vais te laisser répondre, mais je vais évidemment te laisser répondre. Phrase. Oui, une phrase. Mais je pense qu'il n'y aura pas qu'une phrase. Je pense que l'argent ne résout pas tout. Et je pense, là où je suis d'accord, c'est que sur le domaine de la santé, il faut arrêter de compter. Parce que si on veut sauvegarder notre système, et là je suis complètement alignée avec ce que vous disiez tout à l'heure, avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il faut se battre pour garder notre système. On a une chance incroyable. Et ça, il faut arrêter de compter. Ça, c'est clair. Et par contre, je pense qu'on pourra mettre des milliards sur la table d'investissement, notamment sur la tech. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. La confiance des citoyens ne s'achète pas. La communication ne s'achète pas. L'inclusion, la diversité ne s'achète pas. Et c'est juste, je pense,
que nos deux points de vue, quand ils se rencontrent, font un système qui marche. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Juste, quand même, bon, si vous pouvez laisser passer une. J'allais dire, donc pour le premier sondage de tout à l'heure, les chiffres remontent en ta faveur. 28%, c'est au lieu de 25 tout à l'heure, ne s'inquiète pas, donc tu as gagné 3 points. Je pense que, en tant que futur ministre de la Santé, je pense que c'est quand même pas mal. Quant à la réponse au deuxième sondage, selon vous, une intelligence artificielle qui pose un diagnostic médical, c'est efficace à généraliser 30%. Pourquoi pas 59, impensable 11. On est à peu près sur les mêmes étiages. Tout à l'heure, on a, disons, une audience qui ne demande qu'à être convaincue, mais qui encore se pose des questions, sans doute, à l'image de la société française. Venons un peu sur la question de la sauvegarde du système, parce que quand même, ce qui vous relie là, tous les trois depuis tout à l'heure, c'est quand même que c'est un système incroyable. Et d'ailleurs, quand on entend, quand on a des amis à nous, quand nous-mêmes avons voyagé, quand on pouvait encore voyager, et quand on rentre en France, on se dit que finalement, ce qui caractérise la France, c'est que effectivement, quand on tombe malade en France, il suffit d'une carte vitale. On n'est d'ailleurs même pas forcément, c'est a posteriori, et on est soigné, ce qui n'est pas le cas souvent des pays que nous-mêmes nous montrons en exemple, en particulier les pays anglo-saxons. Comment vous, en tant qu'acteur de la santé, vous pouvez, au-delà même d'aider ou de sauver, qui était un peu le titre chapeau pour aujourd'hui, mais comment vous pouvez vous insérer dans ce système et comment vous pouvez contribuer à sa pérennité en fait. Comment ça fonctionne? Comment on parle de budget, on parle de gouvernance. Moi j'ai un peu l'impression que si on vous prend tous les trois, c'est ce que tu as dit, vous avez la solution. Toquer à la porte des responsables, c'est si facile que ça? Comment ça se passe? Prenons le cas de Withings, qui était un peu considéré il y a une dizaine d'années comme un truc un peu gadget. Je le dis en tant que journaliste, tu me pardonneras mes mots. Mais aujourd'hui, on a l'impression que, je le disais en introduction, c'est peut-être plus mature, plus sérieux et qu'on a besoin de vous. Est-ce qu'on fait appel à vous ou est-ce qu'on a besoin de toquer à la porte en disant « Eh oh, j'existe, je suis là ». Avant, on était un peu dans la catégorie gadget, on ne savait pas trop. Maintenant, j'ai les chirurgiens cardiaques, ils viennent toquer, ils viennent me voir, ils me disent on a besoin de suivre la qualité de nos actes. Une fois que les patients ils sont rentrés chez eux, nous on ne les voit plus. Donc s'il y a un moyen que ce patient il ait une montre ECG et qu'il puisse faire des mesures tous les jours, à la limite, on n'a pas besoin de les regarder tout de suite. Mais au moins, quand on fait le point avec eux, on a l'historique de ce qui s'est passé dans l'année écoulée, avec des ECG de qualité médicale. Là, il y a un vrai intérêt pour les médecins. Et donc, ils viennent nous voir, ils nous disent comment on peut mettre en place des essais cliniques, comment on peut mettre en place des tests avec des patients en vie réelle et qu'on n'attende pas 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de commencer à avoir du feedback et de commencer à construire quelque chose. Vous apportez la preuve, en fait. On est en POC permanent, quoi, Marine. Oui, on est en POC permanent. Après, pour répondre à ta question, je crois que déjà, on participe. C'est-à-dire qu'on est 3 là à dire qu'il y a un problème et qu'il faut agir. Je crois que déjà, c'est le premier pas, en fait. Le premier pas, c'est de s'exprimer, c'est de prendre la parole, c'est effectivement de faire du bruit. C'est ce qu'on essaye chacun dans nos domaines de faire. Ensuite, c'est de construire de manière collective. Et ça, je crois beaucoup en l'intelligence collective et au fait que c'est en se réunissant et en essayant de trouver des solutions ensemble qu'on y arrive. Et la crise l'a montré. Donc, c'est que ça fonctionne. Et puis de manière beaucoup plus individuelle, je pense que chacun, avec les solutions qu'on apporte, que ça soit à Withings, et je suis un bon ambassadeur, j'en ai une, que ça soit à Withings, que ça soit ce qu'on fait au sein de Lucine, on fait bouger les choses. C'est-à-dire que moi, j'arrive avec une solution, vous imaginez, j'arrive avec un software qui soigne comme un médicament. Mais rien que le fait de le dire, même si j'ai la moitié des gens qui me disent c'est n'importe quoi, au moins je fais réagir. Donc je pense que tout ça amène effectivement à la transformation. Moi, je dirais jamais que c'est n'importe quoi, je me permettrai pas. Ah, il y en a, je peux t'assurer, il y en a qui se permettent. Mais c'est pas grave, ils ont raison. Mais ils ont raison, parce que tout ça, ça va faire bouger les mentalités, tout ça, ça va permettre d'accompagner le changement. Mais voilà, après, c'est des choses qui prennent du temps. Par contre, là où je suis très alignée, c'est que pour moi, on a 2 ans. On a 2 ans pour bouger, là. Parce qu'à côté de nous, les autres pays européens, ou outre-Atlantique ou ailleurs, ça y est, ils ont capté, ils sont en mouvement. Donc, on n'est pas en retard, on se débrouille bien. Mais c'est maintenant. Ça, par contre, là-dessus, je te rejoins. C'est maintenant et on a 2 ans. Alors, 2 questions qui nous viennent du public, mais je crois qu'on a partiellement répondu. Mais celle de Morgane, qui dit comment peut-on être sceptique sur le partage de nos données quand nos données sont d'ores et déjà toutes exploitées. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Donc, je pense que là, on sera tous d'accord. Pierre nous dit bonsoir, en tant que start-up health tech,
pour nouer des partenariats avec les institutions de santé publique. Qu'est-ce qui est déterminant? Le système public est-il enclin à promouvoir une offre privée qui aura un impact sur la population? Bon, c'est la question que je vous ai posée un peu au préalable, mais il y a quand même l'idée de est-ce que d'abord on parle la même langue? Est-ce qu'il faut parler? Est-ce qu'il y a un problème de vocabulaire commun? Moi, je vais dire deux choses déjà. La première, c'est que je les félicite de ce qu'ils font et de leur engagement. Et je rappelle quand même que beaucoup de nos talents créatifs en termes de logiciels, en termes de développement informatique, high-tech ou tout ce qui s'ensuit sont souvent partis. L'épanouissement s'est fait ailleurs et c'est bien dommage. Donc je pense que là aussi, il y a un gros boulot à faire en interne politique pour que les gens aient les moyens de se développer, de chercher, de trouver. Et je parle aussi notamment du vaccin qui a été trouvé. Je rappelle qu'il y a un Français qui est quand même très impliqué, mais il n'est pas en France. Je pense qu'en fait, ça serait Nos meilleurs Français sont souvent à l'étranger, c'est un peu énervant. Ça serait intéressant qu'on parle de ça. Après, tu parlais du langage. Honnêtement, alors peut-être que je suis trop positif, mais je crois que c'est en train de changer. Je pense qu'effectivement, il y a une vraie mobilisation. Hier, j'ai eu une discussion avec un potentiel gros partenariat. Eh ben, ce partenaire, il a réuni des compétences pluridisciplinaires pour répondre à un besoin qui était posé par une centrale d'achat public. Et je crois que c'est ça l'avenir. C'est-à-dire qu'effectivement, ça veut dire que si les centrales d'achat public, qui aujourd'hui sont quand même de plus en plus impliquées dans le développement des investissements, et l'hôpital reste à hauteur aujourd'hui sur 200 milliards, c'est 97 milliards dans l'hôpital d'investissement pour la santé. Donc reste prioritaire pour les cibles comme nous tous, qui avons envie effectivement de participer à ce changement, à cette mutation. Je crois qu'ils ont envie, mais je pense que nous, alors tu disais qu'est-ce qu'on peut leur apporter, justement c'est peut-être notre force, notre créativité, notre dynamique quotidienne et notre agilité peut-être, parce qu'on n'est pas contraint par les réglementations et les systèmes finalement qui dirigent depuis la nuit des temps leur système à eux. Mais le fait qu'ils aient ouvert la porte et qui s'intéressent à ça, d'abord il faut s'en féliciter, il faut encore une fois aller dans cette brèche et les accompagner, parce qu'il y a un an, il y avait avant la crise, il y a eu une réunion politique sur la santé où les sujets étaient justement la valeur d'usage, comment on peut effectivement améliorer le système d'information entre le public et le privé. Donc ça veut dire que c'était là, bon, ça a été un peu freiné par ce qui est arrivé, mais ça veut dire que c'est déjà dans les tiroirs, et c'est plus les tiroirs, c'est sur les bureaux. Mais c'est à nous, en fait, d'être, comme vous le disiez tous les deux, de parler et de s'impliquer et de montrer qu'on a envie d'y participer et qu'on a peut-être des choses à dire. Marine, je vais te laisser la parole. Je veux juste dire à ce start-upper, parce que je sais ce que c'est que de passer par les étapes par lesquelles il passe. Un exemple, CHU de Bordeaux. Premier CHU de France. Énorme machine administrative. Tu dis ça parce que tu es bordelaise. Ah ouais, je sais. Énorme machine administrative. Besoin d'avoir de l'étude sur des données en cardio-respiratoire. Projet vraiment hyper intéressant. Mince, comment on va faire pour donner les données à la start-up? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant un an? Un an, c'est rien pour une structure hospitalière, je tiens à le dire. 10-12 mois, ils ont travaillé dessus. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une machine de calcul à l'intérieur des serveurs de l'hôpital en physique. Moi, j'appelle ça de l'agilité, et c'est un CHU qui a fait ça. Et le plus gros, l'un des plus gros. Donc c'est juste pour dire, je suis complètement, ça change, ça bouge, ça y est, on y est là. Donc ça signifie par contre, il ne faut pas se barrer, il faut avoir un peu de niaque là sur les 2 ans qui arrivent, et ça va le faire. Cool. Et nous, on a eu vraiment Je rappelle que Marine a un train après, donc il faut qu'on fasse attention. Mais bon, en même temps, on s'en fiche un peu, puisqu'on est agile aussi. Excuse-moi Vincent, et j'aurais 2-3 choses à dire après. Avec la PHP, on a eu une super expérience avec le Digital Medical Hub. On a pu tester dans un temps record notre montre avant qu'elle ait son marquage CE sur des patients. Voilà, donc ça bouge, et on l'a vu, la PHP, ils ont été dynamiques avec Covidom. Nous, on travaille avec Nouvéal sur d'autres solutions pour le suivi de cancer du sein, avec des trackers et leurs solutions Nouvéal. Donc ça bouge, et les gros acteurs bougent aussi, et on arrive à se coordonner, on arrive à avancer tous ensemble. Alors il y avait plein de questions, de remarques. Il y avait encore un sondage à envoyer, mais vous avez remarqué que je n'ai pas eu le temps. Merci vraiment à tous d'avoir posé beaucoup de questions. Il y en a peut-être une micro-question, répondez ultra court. Sur l'évaluation de l'impact, c'est une question qui nous est posée par Gaël. Quand l'impact des applications en santé sont-elles évaluées ou seront-elles évaluées pour induire une modification des comportements tels que des applications en prévention primaire, secondaire, tertiaire? C'est souvent comme ça un peu, dans l'INO, on lance des trucs et parfois on a du mal y compris à communiquer sur les résultats. En 2 mots, qui veut répondre?
Quand on monte une start-up, on est responsable des données qu'on produit. C'est-à-dire, on ne fait pas un gadget. Je reprends ce que tu disais tout à l'heure, on fait de la santé. C'est notre devoir de pouvoir répondre à cette question. Et comment on y fait ? C'est simple, on fait des études cliniques et on les partage. Et si ces études cliniques, elles sont pourries, la HAS nous dit, recommence. Voilà, c'est très simple. Ok, cool. Vraiment, merci beaucoup à tous les trois. On va devoir s'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Merci Vincent, merci Marine, merci Christophe. Moi, en tout cas, je crois que je n'ai pas envie d'être malade parce qu'il ne faut pas exagérer. Mais j'ai le sentiment que si je l'étais et si j'étais entre vos mains, je serais mieux traité qu'hier. Et je le dis sans forfanterie. Merci beaucoup. Je rappelle que notre prochain débat aura lieu le 21 janvier et où on se posera la question de la souveraineté européenne du cloud. Est-ce que cette souveraineté serait un doux rêve ? On a encore entendu le président Macron récemment dire qu'il fallait qu'on ait des champions du numérique en France et en Europe. Donc on se posera toutes ces questions-là. Donc je le rappelle, c'est le 21 janvier. Merci encore à toutes et à tous. Merci à la technique. Merci encore au Hub de nous recevoir dans ces très très belles conditions. Et merci de nous permettre d'être en vrai avec d'autres êtres humains. Voilà, c'est des moments plutôt magiques quand on fait ce travail. Merci à tous, merci à ma chère Florie Dusbeck Erika et à très bientôt. Salut, ciao.